Ça sert à quoi les océans? Et les fourmis? Et les baleines? Pourquoi les girafes elles sont en danger? Pourquoi y a pas de melon en hiver? Et puis, comment on peut protéger la nature? Vos enfants vous posent plein de questions sur l'écologie? Rejoignez Planète Greenpeace et recevez chaque trimestre dans votre boîte aux lettres le premier magazine sur l'écologie conçu pour les 6-9 ans. Vous souhaitez en savoir plus? Cherchez Planète Greenpeace sur Internet. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Les soft skills, ça te parle ? Ce sont nos compétences comportementales qui influencent la façon dont nous interagissons avec les autres, gérons notre travail ou encore résolvons les problèmes. Parmi les principales, la communication, l'empathie, la confiance en soi, la créativité. Dans le travail, les compétences techniques ne suffisent plus. On investit dans un service, oui, mais surtout dans la personne qui le propose. Fanny Auger en a fait sa spécialité, notamment avec la création de The School of Life Paris, une école dédiée pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, mais également via ses différentes casquettes, conférencière, enseignante, auteure, directrice de marque. J'ai eu la joie de recevoir cette femme solaire, énergique et brillante dans mon podcast. Elle nous donne notamment ses conseils pour améliorer nos compétences en conversation au quotidien, cultiver une attention de qualité, avoir une attitude confiante et dépasser le syndrome de l'imposteur, adopter la slow life malgré les responsabilités quotidiennes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Laura. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Fanny Auger. J'ai 2 passions dans la vie. La transmission que j'essaye de faire au quotidien, de pratiquer au quotidien, et la culture avec un grand et un petit C, parce que j'adore la culture, j'ai des études très littéraires, je suis une grande lectrice, mais j'aime aussi la culture populaire et cette culture qui nous entoure tous les jours. Moi, je t'ai connue via un article sur One Minute Project où tu étais interviewée il y a déjà quelques années. Et il y a une phrase qui a particulièrement résonné en moi, c'est « Si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 lettres dans l'alphabet ». Avant de commencer, est-ce que tu peux revenir sur une partie de ton histoire ou de ton parcours qui illustre cette phrase ? J'en ai beaucoup. Je vais essayer de sélectionner là, check, très rapidement. Ça peut être des exemples quand j'étais petite, des exemples étudiantes où j'avais raté une école pour laquelle j'avais pas vraiment travaillé parce que je me suis inscrite au dernier moment, par exemple, au concours. Pour ne pas la citer, c'était l'IEP de Grenoble. Donc je me suis inscrite au dernier moment parce que j'étais en panique en licence de lettres modernes en me disant j'adore les lettres, mais être prof toute ma vie, c'est un super beau métier. Être prof toute ma vie, je vais mourir à faire le même métier toute ma vie. Donc au dernier moment, je m'inscris au concours de l'IEP de Grenoble avec une amie.
Je l'ai pas préparé, évidemment, je le plante. Elle l'a. Et je me rappelle dans la voiture où on nous l'annonce par téléphone, parce que je me demande si c'était pas encore le Minitel ou quelque chose comme ça à l'époque. Elle l'a, moi pas. J'étais heureuse pour elle. Elle pleurait de joie. Et en plus, elle a rencontré son futur mari là-bas. Donc sa vie a complètement changé. Elle a déménagé à Grenoble, etc. Et moi, je pleurais, mais en vérité, je pleurais de rage parce que je m'en voulais de ne pas avoir eu assez de confiance en moi pour me dire, ok, je décide de passer les IEP, mais je me donne les moyens. J'attends un an. Je bosse Paris. Je vise Paris. Et même si je l'ai pas, comme on dit, shoot for the moon, at least you land among the stars. Donc, si je l'ai pas, c'est pas grave, au moins j'en aurai un, mais que j'aurais vraiment travaillé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai pleuré de rage envers moi-même et en me disant, mais incroyable, ce manque de confiance en moi qui m'a fait ne même pas me présenter à l'IEP de Paris, me dire, je prends un an pour le faire. C'est ce que j'ai fait en maîtrise. Je l'ai eu. Et de toutes mes copines qui l'ont passé, j'étais la seule à l'avoir eu d'ailleurs. Et je pense, pas parce que je suis plus intelligente que les autres ou quoi, je sais pas si j'avais plus travaillé qu'elles. Au contraire, j'avais des petits boulots tous les week-ends, donc je pouvais pas, moi, faire des prépas privées, etc. Et je l'ai eu parce que je pense, c'était moi qui avais le plus la niaque, justement, parce que je me voyais déjà avec un caddie sous le Pont-Neuf, en train de me dire, si je rate ça, j'ai un peu laissé de côté ma maîtrise que j'ai passée en septembre, parce qu'à l'époque, c'était possible de la passer en juin ou en septembre. Donc j'ai passé en septembre. Et mais je savais déjà que j'avais Sciences Po. Bon, j'ai quand même bossé l'été pour l'avoir et j'ai eu les deux. Et ça, c'était vraiment un très très bon exemple de plan B ou plan A finalement pour lequel j'avais pas cette confiance en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je transmets beaucoup et j'essaye d'inculquer ça à mes étudiants ou aux gens qui participent à mes ateliers parce que cette confiance en moi, je sais qu'elle m'a manqué bien souvent et que j'aurais bien aimé moi avoir des idées, des trucs, des astuces, des conseils pour l'améliorer. Totalement. Est-ce que tu peux revenir justement sur les grandes étapes de ton parcours pour qu'on apprenne à mieux te connaître ? Alors, j'ai un parcours, j'aime bien parce que quand on demande ça, tout le monde répond toujours, j'ai un parcours atypique, et à chaque fois j'ai envie de dire, try me. Donc, comme toi, j'ai vécu à Dubaï aussi pendant 5 ans et demi. Alors, je suis arrivée à Dubaï en 2005, c'était vraiment le tout début de Dubaï, je débarquais avec ma petite valise en carton. J'avais un job à Paris que je n'aimais pas, où j'étais pas du tout épanouie, que j'avais eu après mes études, parce que il fallait cocher les cases, faire un bon boulot, donc dans une grande boîte que je ne vais pas citer, etc. Mais alors, quel ennui, et puis quel nivellement aussi, parce qu'on voulait, on prônait la créativité, mais en réalité, on voulait que tout le monde se ressemble. Et donc, suite à cet échec, parce que j'étais vraiment très malheureuse, et un chagrin d'amour, j'ai un chasseur de tête qui me contacte et qui me propose un job à Dubaï, chez Chaloub, qui est un super beau groupe dans le luxe à Dubaï. Et ils ont eu plus de 900 CV pour ce poste et c'est moi qui l'ai décroché. Alors que j'avais pas trop confiance en moi, j'étais trop malheureuse dans mon job, chagrin d'amour. Franchement, je ne sais pas comment, mais c'est moi qui l'ai eu. Je me suis dit, c'est un signe, tu prends ta petite valise en carton comme Linda de Souza et tu déménages à Dubaï. Donc c'est ce que j'ai fait à 26 ans, je crois. Je débarque là-bas avec ma valise. À l'époque, Dubaï, c'était juste la Sheikh Zayed Road avec quelques gratte-ciel. Il y avait vraiment pas grand-chose. Littéralement, j'ai vu Dubaï Mall et j'ai vu Dubaï même sortir du sol. Ouais. Le matin, quand j'allais au boulot dans ma petite voiture, je voyais une tour en me disant, mais elle était pas là hier, ça poussait comme des champignons, etc. Et en fait, encore maintenant. Oui, ça fait peur. Je sais pas jusqu'où ils sont allés dans le désert, mais bon. Et si Dubaï m'a appris quelque chose, d'une part, c'est la confiance en moi. Parce que quand t'es là, tu connais personne. On parle pour la plupart une langue que tu ne maîtrises pas, qui est l'arabe. Moi, je ne parle pas du tout arabe. Et puis, les gens ont tendance à parler très fort, avec beaucoup de gestes. Donc, ça peut faire peur. J'en connais à qui ça faisait peur au début. En fait, t'as juste une chose, c'est prendre ta vie en main et y aller. Et c'est là où j'ai acquis cette confiance en moi. Je me suis dit, ok, forte de toutes les erreurs que j'ai faites auparavant dans mon début de vie professionnelle, je vais faire tout le contraire. Donc là, j'ai appris l'empowerment, le leadership très tôt. J'ai beaucoup lu. Je me suis formée très très tôt à des outils de coaching dès 2005. Il n'y a pas grand chose à faire en fait à Dubaï. Moi, je faisais beaucoup de sport. Je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Je faisais du tennis 3 fois par semaine, du yoga dès 2005, 5 fois par semaine. J'avais que ça à faire. Et puis aussi beaucoup de coaching et de développement dès 2005, alors que c'était pas du tout arrivé en France. Le bouquin sur l'intelligence émotionnelle de Goleman, je pense que je l'ai lu à sa sortie quand il était encore New York Times bestseller, etc. Et tout ça, ça m'a, je crois que le déclic de la nouvelle
nouvelle génération, là on dit voilà les déclics, etc. Moi je l'ai eu très très tôt finalement, et donc super expérience à Dubaï. Ensuite je suis rentrée à Paris, j'ai été longtemps, j'ai oscillé entre le monde corporate et entrepreneurial. Je pense que c'est important de le dire pour les auditeurs parce qu'on oppose toujours les deux. On a tendance en plus les médias à mettre les entrepreneurs sur un piédestal. Je suis pas du tout d'accord parce que Dieu sait que c'est dur, hein, c'est du boulot. On voit que la partie glamour, elle brille sur les réseaux sociaux, elle est invitée partout, mais en réalité c'est vraiment t'es au charbon et à la mine avec ta pelle et ton charbon et ton visage tout noir, et la plupart du temps tu trimes et là personne ne le voit parce que c'est pas glamour, mais les personnes les plus successful autour de moi sont les plus gros bosseurs aussi, et il y en a peu je pense qui seraient capables de sacrifier autant pour y arriver, et donc j'ai aussi entre vie corpo et vie entrepreneuriale parce que j'adore faire des choses différentes, prendre des risques aussi, comme j'ai coché très tôt toutes les cases de la réussite professionnelle. À 30 ans, j'ai dit à mes parents, ok, ça suffit maintenant, je m'éclate. Donc, bon, ils comprennent toujours pas tout à fait ce que je fais, je pense que mes parents, mais bon, ils n'écouteront jamais les podcasts, ils n'écoutent pas le mien, donc ils n'écouteront jamais celui-là. Je les adore, mais je suis sortie un peu des rails, et j'ai aussi entre vie pro, vie entrepreneuriale. Dernièrement, j'étais encore directrice de la marque Nature et Découverte pendant 4 ans. Donc, directrice de la marque, c'est quoi? C'est directrice de tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux et porte-parole de la marque, des engagements, de la fondation également. Une marque qui est Bicorp depuis, c'est la 2e Bicorp française depuis 2015. Et ça m'a vraiment passionnée. Je voulais tout apprendre de la sustainability, et Nature et Découverte, ça c'est pas assez peut-être. Enfin, c'était mon job pendant 4 ans, mais c'est une marque qui est super engagée. Bicorp, j'ai adoré, j'ai siégé pendant 3 ans au conseil d'administration de Bilab France, et ça pareil, c'était incroyable. Et ensuite, il y a 1 an, mon père est gravement malade, donc je l'accompagnais énormément, j'ai voulu prendre du temps pour moi, et puis en plus, il y avait une lassitude en fait. Moi j'ai besoin de bouffer, comme j'ai dit à mon boss 3 ans après mon arrivée, je lui ai dit écoute, moi j'ai besoin d'apprendre sans cesse, et voilà. Donc je suis partie à l'Amiable parce que c'est une marque que j'adore, et je suis partie pour voler de mes propres ailes à nouveau. Donc entre-temps, j'avais fondé The School of Life à Paris il y a 10 ans. Alors je sais que je vais dans tous les sens, mais ma vertu est constante. J'ai fondé The School of Life à Paris il y a 10 ans, et en fait pour moi cette expérience corpo qui venait s'ajouter à toutes les autres que j'avais eues. J'avais déjà été membre de comité de direction, etc. Finalement, quand je parle de leadership, je pense que je sais un petit peu de quoi je parle, après avoir bossé tellement d'années en entreprise et à des niveaux très hauts comme CODIR, conseil d'administration, toutes les organes décisionnels de l'entreprise. Donc aujourd'hui, quand je donne des cours, des conférences de leadership, je m'éclate parce que je mélange à la fois toute ma créativité perso et l'art, par exemple, et tout ce que j'ai appris sur le terrain et par des outils et par des formations. Je me suis formée à Harvard, au Schumacher College, mais aussi aux Beaux-Arts, aux Arts Déco à Paris. Je mélange tout ce que j'aime, et je pense que ça impacte et ça parle parce qu'on voit de quoi je parle. Et en même temps, le fait de parler de l'art, ça ancre beaucoup en France, ça plaît encore à beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai repris mon activité où j'anime énormément de conférences, d'ateliers, de keynotes devant 10 à 3000 personnes, et j'adore ça. Transmettre et aussi recevoir. Là, je suis en train de plancher sur 2 projets de bouquins pour l'année prochaine. J'en ai déjà fait un il y a 5 ans qui s'était très très bien vendu sur l'art de la conversation, mais je crois qu'on y reviendra. Et voilà, donc aujourd'hui je m'autorise et j'ouvre plein de portes et je continue mon petit chemin créatif et indépendant. Et justement, j'allais te demander ce qui te guide, mais c'est la transmission du coup. Ouais, c'est la transmission et la liberté, je crois. J'ai grandi au fin fond de la France, de la Moselle, dans une petite ville de ZEP, voilà. Et je me disais, mais il doit exister une autre vie en fait. Et je rêvais, mais sans savoir si ça existait vraiment. Et je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves, c'est important. Et moi, mon driver, c'est la liberté. C'est pour ça que 4 ans d'entreprise, j'ai adoré. Je dis pas que j'y reviendrai pas, mais en ce moment, j'ai envie d'être libre, d'organiser mon emploi du temps comme je veux, je bosse avec qui je veux. Ça, les gens le savent pas et mes clients le savent pas, mais je sélectionne énormément. Et en fait, il y a une sélection naturelle de toute manière, mais c'est la liberté et cette transmission, effectivement. Moi, j'ai choisi de pas avoir d'enfants et je pense que c'est aussi important de porter cette parole-là aujourd'hui. C'est un vrai choix. J'adore les enfants, j'ai le BAFA, je suis une super tata, etc. Mais j'ai choisi de pas en avoir pour moi et de me consacrer à cette transmission qui se fait de manière différente. Ouais, mais c'est un choix très courageux et très honorable. Justement, en 2014, tu fondes The School of Life Paris, qui est dédié à promouvoir l'intelligence émotionnelle avec l'aide de la culture.
Avec cette école, vous proposez des cours du soir avec des thèmes aussi variés que le travail, l'amour, la mort, le bonheur, le potentiel et la conversation dont on va parler. Comment définirais-tu l'art de la conversation et en quoi c'est si important ? Alors, l'art de la conversation, je pense qu'on est tous doués de la parole, donc on pense que ça doit être a priori assez facile, hein. Et donc les gens ne réfléchissent pas ou plus à ce qu'ils vont dire. Ils préparent plus forcément leur conversation, ça se fait plus, ça, hein. Moi, je pense que l'art de la conversation, il est au cœur de notre vie. On pratique tous les jours. Alors, et la plupart des gens, ils pensent qu'une bonne conversation, ça arrive par chance. Moi, je pense que c'est laisser trop de part au hasard, justement. Ça se travaille. Une conversation, ça se prépare. Comme tu as certainement beaucoup préparé ce podcast avant de m'interviewer, bah oui, une vraie bonne conversation, ça se prépare. Ça passe par plein de choses et je pense qu'on va y revenir, par l'art de l'attention justement et par l'écoute. Je pense que la conversation, c'est un art, mais pas au sens les salons du 18e, parce que finalement à l'époque, il s'agissait plus d'amuser la galerie ou d'épater son adversaire, de moucher son adversaire, que d'avoir une vraie conversation. La conversation, c'est pour moi un art qui doit être appris, pratiqué et constamment enrichi sous peine de devenir bête et répétitif. C'est pas de moi, c'est Théodore Zeldin qui est mon idole de la conversation et je suis tout à fait d'accord en fait. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Parfois on tend des perches et ça tombe à côté et c'est pas grave parce que si ça tombe juste et que ça marche, c'est juste magique. Donc travailler ces conversations, essayer de nouvelles choses. Si on pose tout le temps les mêmes questions, on aura tout le temps les mêmes réponses. Donc soyons créatifs aussi et exigeants dans nos conversations. Alors quels sont les éléments clés d'une conversation réussie ? Alors, il y en a beaucoup, hein. L'humour en est un. Je te vois rire avec ton grand sourire. Le grand sourire est un élément aussi très important. Le courage, enfin, l'audace. Je pourrais en citer plein, mais j'en ai identifié 3 qui, pour moi, sont les principaux. Le premier, c'est l'écoute. La qualité de nos conversations dépend de la qualité de notre écoute. Définitivement. Enfin, c'est primordial. Sans écoute, il y a des gens qui pensent qu'ils écoutent, mais en vérité, ils écoutent pas. Ils attendent juste de savoir quelles questions ils vont poser après. Ils sont pas là. Et ça se voit, je trouve. Donc, l'écoute, l'ouverture, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer dans une conversation. La personne à côté de vous, il est 7 heures du mat. Vous êtes dans un avion entre Paris et Beyrouth. Vous venez de renverser votre cappuccino sur votre jean blanc. Vous avez un type à côté de vous qui est hyper speed et qui prend toute la place parce qu'il a peur d'avoir raté son vol. Il arrive de Mexico, etc. Et là, vous vous dites, j'ai vraiment, vraiment pas envie de lui parler à lui. Et en fait, vous terminez amis. Et c'est devenu un de mes meilleurs amis. C'était il y a 6 mois et je le vois ce soir. Salut Alejandro. Je trouve que c'est génial. Donc, l'ouverture, restez toujours ouvert parce qu'on sait jamais. Tout est source de révélation potentielle. Et enfin, c'est l'envie / le temps. C'est-à-dire que si j'ai vraiment pas envie, si je suis de mauvaise humeur ou quoi, je suis capable d'annuler un rendez-vous en disant à mon ami, je suis super contente de te voir, mais je te préviens, j'ai vraiment pas la pêche. Donc soit on essaye, mais je suis pas sûre, soit on se voit à un autre moment parce que ça me fait tellement plaisir et j'ai pas envie de gâcher ça. Donc l'envie / le temps, c'est important parce que j'aimerais tellement avoir des bonnes conversations tout le temps en croisant mes voisins. Je viens de tomber sur ma voisine en sortant de mon immeuble dans la rue, mais on n'a pas le temps. Donc voilà. On prend pas le temps. Donc voilà les 3 ingrédients. L'écoute, l'envie et l'ouverture. Je comprends parce que j'ai eu une très belle connexion professionnelle parce que j'ai peur en avion et donc j'ai demandé à mon voisin de me faire la conversation et en fait ça a débouché sur une relation professionnelle. J'adore. Donc ma peur en avion, je l'ai transformée en force. Mais je rajoute un truc, c'est que l'avion, c'est un excellent exemple parce qu'on n'a pas nos téléphones. Enfin, on n'est pas censé. Moi, ça me met en colère quand je vois les gens sur leur téléphone dans l'avion. Mais on n'est pas censé avoir notre téléphone. Et donc, on est complètement là, en fait. On n'a rien d'autre à faire pour nous occuper, à part les films nuls, quand même, qui passent. Et je trouve que c'est un super vecteur de rencontre. Moi, j'ai des anecdotes hallucinantes. Je vais pas les raconter là. Mais je me suis retrouvée un jour à visiter le tournage du dernier épisode de Sex and the City, qui était à Paris, place de la Concorde, devant le Jeu de Paume, grâce à une rencontre que j'avais faite en avion. Comme quoi, franchement, il y a des belles choses qui s'y passent. Les questions ont une importance cruciale lors d'une conversation. Tu en parlais. Comment les choisir ? Alors, les questions genre « Salut, ça va ? Ouais, et toi, ça va ? Ouais, ça va ?» On n'écoute même pas la réponse et voilà. Je pense que ça mène pas à grand-chose. D'ailleurs, si on répond « Non, ça va pas trop en ce moment », la personne en face doit dire « Oh non, j'ai pas le temps ».
Donc moi j'aime bien les questions où vous arrivez au bureau et je vous suggère d'essayer ça. Enfin là je parle aux auditeurs. Je Oui, vois nos bien auditeurs. Pourquoi ne pas essayer ça demain matin quand vous arrivez au travail avec vos collègues, au lieu de leur dire salut ça va, ouais salut ça va, c'était bien hier soir ou quoi, leur dire bonjour Laura, comment vas-tu aujourd'hui? Et vous attendez. Ça change toute la relation. Donc déjà le salut ça va. Ensuite moi j'ai horreur du quoi de neuf parce que qu'est-ce que tu veux que je te raconte ce que j'ai mangé à midi, on s'en fout quoi. Donc quoi de neuf, on zappe. Le tu fais quoi dans la vie ou oui qu'est-ce que tu fais dans la vie qui est un peu la question bateau des Français. Moi j'ai écrit un livre entier presque, enfin au moins 1 ou 2 chapitres sur comment ne pas demander ou comment à quoi répondre quand on vous demande tu fais quoi dans la vie. Moi j'aime bien poser des vraies questions en disant dis donc t'as une super énergie mais j'adore. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Poser des vraies bonnes questions. Et d'ailleurs, en ce moment, j'organise pas mal de dîners conversations ou d'apéritifs conversations avec des vraies questions. Pas j'aime bien le jaune, t'aimes le bleu, on s'en fout. La semaine prochaine, par exemple, je fais un apéritif conversation et j'ai travaillé sur mesure des questions pour vraiment avoir de bonnes conversations autour de sujets qui me passionnent et j'ai tellement hâte. J'aimerais bien être une petite souris qui va entendre toutes les bonnes conversations, etc. Je pense sélectionner ces questions, avoir un petit stock, alors peut-être pas dans la poche des cartes de conversation, mais avoir un petit stock de bonnes questions pour relancer une conversation, tout en restant toujours dans l'ouverture, dans l'envie et dans l'écoute. D'accord. Et si on parle des sujets à aborder, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, pour qu'ils stimulent les conversations? Alors, il y a des sujets peut-être d'abord à éviter. Dans le contexte personnel en ce moment, je suis très sensible à tout ce qui se passe évidemment au Proche-Orient. J'y ai vécu moi-même, j'ai vécu à Beyrouth, donc c'est un pays que j'adore. J'ai pas mal voyagé dans tous ces pays. Alors je suis pas allée en Palestine et en Israël, mais tous les pays autour, oui. J'ai des amis d'ailleurs de toutes les religions, etc. Et je trouve qu'en ce moment c'est assez compliqué d'aborder ça parce que l'aborder ou de ne pas l'aborder d'ailleurs. Donc moi je préfère éviter parce que je trouve que c'est complexe. Ça me rappelle un peu les illustrations de Carandache dans le Figaro en 1901 sur l'affaire Dreyfus. Ne parlez pas de l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé et tout le monde se bat. Donc c'est un peu ça finalement qui se reproduit ici. Donc voilà. À Dubaï, ce que j'aimais beaucoup chez Chaloub, c'est que on nous faisait signer un addendum à notre contrat pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de parler de politique et de religion. J'avais trouvé ça bizarre en arrivant, mais finalement en vivant là-bas longtemps, je comprends. Et je trouve ça pas mal, finalement. Il y a une autre chose, mais ça, c'est mon éducation un peu à l'américaine. Je ne pose jamais de questions sur la vie privée. À mon équipe, par exemple, s'ils veulent me raconter des choses, ils peuvent. Et je les préviens au début, ça fait partie de mes rules quand je commence à manager des gens en leur disant, voilà, si je te pose pas de questions, c'est pas que je m'en fiche de tes enfants, de toi, etc. C'est juste que je préfère rester professionnelle. Si t'as un problème, tu peux m'en parler, etc. Mais je préfère pas. Et moi-même, je ne parle jamais de ma vie personnelle parce qu'elle est tellement dingue et libre et folle que personne ne comprendrait. Donc, je préfère ne pas en parler du tout. Et je trouve que c'est un véritable respect profond de l'individu de le faire. Donc voilà les sujets un peu délicats, je trouve, à ne pas aborder en entreprise et je trouve que c'est plutôt sain. En revanche, les sujets qui marchent toujours, c'est les points communs, c'est les passions communes, trouver des passions communes, et même des petits trucs cachés, j'adore. Je sais pas, on est fan d'Agatha Christie. Bon, ok, tout le monde est fan d'Agatha Christie, mais il y a vraiment des fans où on fait des soirées Hercule Poirot avec des copines. Dernièrement, pour un anniversaire, j'ai offert à une amie une tasse de thé anglaise chinée avec une cuillère à thé, avec une boîte de thé et un très vieux livre des éditions du Masque ou de la Plume, je ne sais plus, édition du Masque de Hercule Poirot. Et je trouve que ça, c'est vraiment des cadeaux qui marquent. Donc vraiment tomber sur des petites pépites comme ça de questions pour le relancer dans des bonnes conversations, des conversations essentielles qui changent la vie. Mon TED, il s'appelle « Changer le monde d'une conversation à la fois ». Complètement, et on redirigera vers ce TED, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Si on parle également de l'attention, puisque c'est le sujet en plus de ton podcast, l'art de l'attention, en quoi l'attention est indispensable pour une conversation ? Dans conversation, il y a le con, le cum latin, donc c'est avec. Et une conversation sans attention, ça va pas aller loin. Ou alors ce sera une discussion, quelque chose de civil, d'urbain. Salut, ça va, ça c'est pas une conversation. Je pense que l'attention elle est primordiale. Et en travaillant sur la conversation depuis 10 ans maintenant, je me suis rendu compte que on parle beaucoup de l'attention. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur l'attention, d'excellents ouvrages. Je citerai Bruno Patino par exemple, qui est le directeur d'Arte, le président d'Arte, sur la civilisation du poisson rouge,
que notre attention aujourd'hui, elle aurait décliné jusqu'à 8 à 9 secondes, comme un poisson rouge dans un bocal. Elle était de 13 secondes il y a quelques années, donc elle décline sans cesse. D'ailleurs, les vidéos TikTok et compagnie, les algorithmes, les Reels sont regardés pour 8 secondes. Et ça, je le vérifie aussi moi-même sur mes réseaux sociaux. Donc, ça fait un petit peu peur. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur ce déficit et cette difficulté de l'attention. Je trouve qu'il y a peut-être pas assez de propositions concrètes. Alors, Bruno Patino en expose quelques-unes que je trouve très intéressantes, mais je trouve que dans la littérature, ça manque néanmoins. J'adore le philosophe Hartmut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération du monde au début des années 2010. Aujourd'hui, il parle de la résonance, comment je peux mettre en résonance avec le monde pour ne pas m'opposer, je vais pas être un Robinson tout seul sur une île déserte. Donc, comment est-ce que je peux me mettre en résonance avec le monde pour essayer de, comme un flux, comme un océan, comme ça, accepter et puis essayer de naviguer tout en trouvant son chemin. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, je pense aussi. Maintenant, on a un téléphone qui... Alors là, j'avais une conversation passionnante sur l'Apple Watch ce week-end avec des amis qui l'ont maintenant. Moi, j'adore les vieilles montres à l'ancienne. Et puis, je leur ai dit, le prochain step, c'est quoi? On vous la greffe en fait sous la peau. Et j'ai une amie qui me dit, mais oui, mais si je pouvais, c'est ce que je ferais. Bon, je sais pas si on se rend compte en fait du mal. D'ailleurs, on n'a pas encore de recul sur les enfants aussi. Et le mal qu'on fait au cerveau de nos enfants qui ont de plus en plus, il y a de plus en plus de 10 ou bien de déficit d'attention chez les enfants aussi, qui eux le subissent en fait. Bien sûr. Nous, on a encore connu une époque, j'allais dire, bénie avant tout ça, mais aujourd'hui, ça me fait peur. Et je pense que, évidemment, je suis pas en train de critiquer moi-même, je suis sur les réseaux comme tout le monde, mais c'est juste que ils viennent avec un manuel ou pas, que personne ne lit, les trucs techniques, on s'en fiche complètement. Mais je pense qu'il faudrait vraiment éduquer à cette utilisation, à se mettre des plages de non-connexion. Il y a des bloqueurs maintenant qui existent. Moi, j'ai des bloqueurs pour passer moins de temps sur Instagram. C'est dingue. Parce que c'est dingue. Et puis des plages de reconnexion, mais pour le coup, de reconnexion avec les siens ou avec la nature aussi, qui fait... D'ailleurs, c'est une des solutions exposées par beaucoup, la reconnexion à la nature, aller se promener en forêt, sans téléphone, sans prendre de photos, etc., mais juste être là dans le moment présent. Comment on favorise une bonne attention? Ça passe par, j'en ai parlé un petit peu par l'écoute. J'ai un épisode entier sur l'écoute avec Gila Kessous, qui est prof à Harvard et qui est artiste ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, qui travaille beaucoup sur l'écoute, notamment des femmes dans des zones de conflit, où elle part en Afghanistan, en Inde, enfin dans des pays où la parole des femmes n'est pas forcément portée, et elle nous donne une super belle leçon d'écoute. Donc ça, c'est mon épisode 3, je crois, de mon podcast. Donc il y a l'écoute, et c'est passionnant tout ce qu'on trouve par l'écoute. Moi, ça fait quelques mois maintenant que j'étudie ça en profondeur et ça a changé ma perception des choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour entraîner son oreille à mieux écouter et son attention. Il y a le regard aussi, la puissance du regard. Eye contact. Voilà. Et puis, voir aussi, avant même de s'engager dans une conversation, pour revenir à la conversation, c'est regarder la personne, se dire comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, comment je la sens, comment est-ce que je peux mieux l'appréhender, la regarder. Et je trouve que quand on porte un regard plein d'amour et de bienveillance sur les gens, en fait, ils le sentent, il y a une espèce de résonance magique, comme un fil magique qui se tire d'un cœur à l'autre, si je peux parler de cœur ce matin dans ce podcast, et c'est très très beau. Comment on peut toucher quelqu'un? Alors toucher au sens figuré, évidemment, lui faire plaisir, mais aussi le toucher vraiment, et ça c'est un épisode qui sortira bientôt sur mon podcast, parce que ça m'intéresse de toucher aujourd'hui, c'est un peu mal vu. Si par exemple là je vous prends la main, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors que moi j'adore toucher mes amis, les prendre dans mes bras, mais c'est de moins en moins évident, je trouve. Donc ça passe par tous ces sens, goûter aussi. Mon premier invité était un critique gastronomique très connu, François Simon, et c'est vraiment comment est-ce qu'on goûte un plat. Et lui, ce qu'il me dit en fait, c'est que dans Attention, on a trouvé ensemble, il y a le mot attends. Oui. Et il dit, moi finalement, mon job, mon boulot, c'est juste de regarder un petit peu plus longtemps que les autres. Parce que quand un plat, il arrive sur la table, il y a tout le monde qui se précipite, qui, au pire, prend une photo, ou alors qui se précipite à manger. Quand le maître d'hôtel arrive et annonce le plat, ou le serveur annonce le plat, limite, il nous emmerde parce que c'est au milieu d'une conversation, quoi. Et donc, lui, il dit, moi, j'attends, et puis je regarde un petit peu plus longtemps que les autres. Et j'aime bien cette idée-là. Si on parle purement commercial, quelles sont tes recommandations en conversation et en attention pour justement conclure sur une collaboration commerciale? Ça peut paraître antithétique, mais ça l'est pas. Moi, je crois beaucoup à la sincérité. Il m'arrive parfois de dire non à mes clients quand ils me demandent un blogi-boulga de quelque chose, de faire un mix de ça et de ça. Ça m'arrive de leur dire mais
je pourrais le faire, mais en fait, je vais pas le faire parce que j'y crois pas, ça va pas marcher. Et je trouve que le fait de dire non, par exemple, peut-être que ça marchera pas ce coup-là, mais vous êtes sûr que la personne va vous rappeler parce que ça augmente de beaucoup votre crédit, votre respect. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'intègre et c'est très rare aujourd'hui où les gens sont prêts à tout et n'importe quoi. Et je pense que les meilleures collaborations commerciales, elles se font de manière naturelle, finalement. C'est une envie de travailler ensemble. Et quand l'envie et la vision sont très fortes et très partagées, en fait, ça ne peut que déboucher. Et au contraire, quand il n'y a pas assez de niaque, d'envie d'un côté ou de l'autre, ça sent et finalement, ça va s'étirer pendant des mois, pendant des années. Là, j'ai des choses qui s'étirent depuis des années, mais j'y crois même plus. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à la personne, mais pourquoi est-ce que vous continuez à me contacter? Parce que vous me donnez plus de réponse, ça meurt pendant quelques mois, vous me rappelez la veille en me disant faut une propale pour demain, etc. Et j'ai l'impression que ça donnera jamais rien. Donc pourquoi est-ce que vous vous obstinez? Ça m'a donné une conversation super intéressante d'ailleurs. Et parfois, en même temps, il y a des gens qui me rappelle 8 ans plus tard. Cet été, j'ai reçu un mail d'une personne en me disant « Chère Fanny, nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. » Elle est toujours dans la même boîte d'ailleurs. Elle avait trouvé ce que je faisais hyper intéressant, mais elle m'avait jamais répondu ou alors nos emails s'étaient délités et elle m'a recontacté cet été. En parlant d'email, pour terminer sur ce sujet, les conversations virtuelles sont devenues de plus en plus courantes, par email, par message Instagram, par message LinkedIn. Notre monde est de plus en plus connecté, on l'a dit. Comment on peut cultiver une attention de qualité et maintenir une connexion authentique à distance ? Alors, moi je dirais, pareil que dans une vraie conversation, faire preuve de respect total de la personne, de politesse. Quand je reçois des mails qui commencent par Fanny, je me dis, oulala, attends. Oui. C'est pas bonjour, c'est pas coucou si on est très amis. Cher, moi je commence tous mes emails par bonjour ou par cher. Ça coûte rien, mais ça veut dire beaucoup. Donc quand je reçois des Fanny ou même des SMS aussi, d'ailleurs, je me méfie un peu. Je trouve ça bizarre. Toujours conclure sur des formules de politesse, pas utiliser des majuscules, je trouve ça hyper mal poli, j'ai l'impression qu'on crie dessus. Les smileys ou les émoticônes, pas trop non plus, pas trop de points d'interrogation. Je trouve qu'il faut faire part de la même attention dans la rédaction d'un email, voire même d'un SMS, que dans une conversation. C'est hyper important. Donc toujours rester poli, se dire qu'un email, ça peut se forwarder facilement et vite, donc on fait attention à ce qu'on dit. Alors, pendant longtemps, j'étais un peu intraitable sur les fautes d'orthographe parce que ça me désole vraiment, en étant une littéraire et une ancienne vocation de prof de français. Franchement, ça me déprime. Après, je me rends compte, et j'en ai autour de moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques ou qui étaient en échec scolaire, etc. Donc, j'ai appris à être plus indulgente, même si ça me fait un peu hérisser les poils sur mes bras. Mais bon, j'ai appris à être beaucoup plus indulgente et faire preuve d'ouverture avec ça. Mais en tout cas, une politesse, pour moi, c'est la moindre des choses. Et aussi des emails organisés, pas un espèce de bloc que j'ai même pas envie de lire. Moi, je mets beaucoup de bullet points dans mes mails, mais pour aborder les différents sujets, j'essaye de structurer mes mails pour qu'ils soient hyper clairs et hyper faciles pour les gens à lire. Et je trouve que c'est faire preuve de respect pour son interlocuteur ou pour le destinataire. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Si on parle de confiance en soi, un thème que tu maîtrises très bien également, toi qui as toujours réussi à aller au bout de tes projets, à imposer ton style et vivre selon tes désirs, c'est quoi la confiance en soi ? Alors, pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de sa vie. Ça peut osciller d'ailleurs, suivant ce qui nous arrive, etc. La mienne aussi, elle aussi. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie. La veille de mes règles, je suis au fond du trou, faut pas me croiser parce que je préfère rester chez moi. Mais pour moi, la confiance en moi, je crois que c'est Alberto Bandura qui a donné la plus belle définition dans un ouvrage en 97 qui s'appelait Self-Efficacy, et il dit que c'est la croyance en sa capacité d'acquérir les compétences pour arriver à quelque chose et une dose d'optimisme. Donc d'une part, la confiance en soi, c'est croire qu'on est capable d'apprendre. On me propose cette promotion, je sais pas, j'ai pas les compétences, je suis à 74%, je crois que c'est les stats pour les femmes, voilà. Non, pardon, c'est les stats pour qu'un homme accepte, je crois, un poste qu'on lui propose. S'il a 74% des compétences, je dis ok, ça va le faire, j'y vais. Une femme, je crois que c'est 114%, donc une femme, elle va vouloir avoir déjà toutes les compétences pour accepter le poste. Alors moi, j'y croyais pas parce que c'est pas
du tout politiquement correcte. Je crois pas du tout au plafond de verre, en fait. Mais pas du tout. Je crois que c'est souvent une excuse, malheureusement. Et je suis désolée de dire ça. Mais je veux pas rentrer trop dans le politiquement incorrect. Mais néanmoins, je l'ai vu de mes propres yeux à la journée de la femme digitale un jour où je faisais des coachings pour une très belle marque de one-to-one de 10 minutes. Et en fait, j'ai vu 2 femmes ce jour-là qui m'ont confié que leur boss leur avait proposé une promotion, qu'elles ont refusé en se disant qu'elles n'étaient pas capables, qu'ils l'ont filé du coup à quelqu'un d'autre, en l'occurrence un homme, mais bon, peu importe le sexe de la personne, et qu'en fait elles avaient regretté et finalement elles étaient forcées de changer de travail après parce que vraiment c'était une imposture. Et je trouve que c'est la pire chose en fait, mais quel dommage. Donc en se disant que la confiance en soi c'est une croyance, qu'on peut acquérir ces compétences, ça veut dire qu'on les a pas, mais on peut les acquérir parce que on sait apprendre, etc. Ben, c'est la plus belle chose. Et une dose d'optimisme aussi, parce que si on commence avec du pessimisme, on va pas y arriver. Donc voilà pour moi un peu la définition de la confiance en soi. Et c'est vraiment valider les choses et se dire je peux le faire et y croire. Est-ce qu'on doit avoir confiance en soi pour réussir ? Je pense qu'il faut quand même une petite dose, oui, mais encore une fois, ça se travaille, donc ça c'est la bonne nouvelle. Moi, j'ai commencé ma vie active ou d'adulte avec 0 confiance en moi quand même. Je venais du fin fond de la Lorraine avec un accent à couper au couteau. Pour tous les Lorrains qui m'entendent, tous les Mosellans qui m'entendent. Ça s'entend pas aujourd'hui. Non, parce que j'ai dû apprendre à m'en débarrasser. C'était quand même pas très gracieux quand vous faites des lettres à la Sorbonne d'avoir un accent du fin fond de la Lorraine. Donc j'ai dû apprendre, mais comme beaucoup de gens qui travaillent leur accent, et je dis pas qu'avoir un accent n'est pas joli, mais néanmoins, ça dépend des accents quand même. Et donc oui, j'ai beaucoup dû travailler ma confiance en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est drôle parce que je donne des cours bénévolement à la Sorbonne de temps en temps pour des étudiants qui justement se posaient les mêmes questions que moi à l'époque. Je suis aussi prof à Sciences Po depuis 5 ans, chargée d'enseignement, et j'enseigne le leadership et les soft skills depuis 5 ans maintenant à des élèves qui sont dans le même master que moi j'ai fait il y a quelques années en arrière, et j'aurais adoré avoir ce genre de cours parce que finalement moi j'ai adoré Sciences Po, mais la chose que j'ai le plus retenue, c'était pas forcément la zone monétaire optimale ou mes cours de géopolitique sur le 11 septembre qui étaient un peu dans l'air du temps à l'époque, mais c'est vraiment ce que les profs nous donnaient un peu en plus à côté des cours en fait, leurs itinéraires, comment ils avaient fait leur trou, etc. C'était ce qui me servait et qui me nourrissait le plus. Donc aujourd'hui, alors je raconte jamais ma vie à mes étudiants, d'ailleurs ils le regrettent, parce que les filles m'ont dit à la fin du semestre, mais vous devriez aussi, vous avez l'air de vous amuser tellement dans votre vie. Mais non, je reste professionnelle avec mes étudiants. Néanmoins, j'essaye de leur inculquer ça, la confiance en eux, en leur racontant des petites anecdotes personnelles ou d'autres personnes pour leur montrer vraiment que ça se travaille, et ça se travaille tout au long de sa vie. C'est pas un truc qu'on acquiert une fois et c'est bon, c'est validé. Alors raconte-nous comment ça se travaille, parce qu'on entend beaucoup de choses et il y a énormément d'articles, de sources qui disent un peu tout et n'importe quoi. Mais toi, Fanny, tes conseils et ce qui t'a aidé, ce qui a marché pour toi? Alors déjà, moi j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Pendant toutes mes études, je me disais qu'il y avait un petit monsieur avec des lunettes, je ne sais pas pourquoi, qui allait venir avec un dossier sous le bras noir et pour me dire mademoiselle, en fait, vous n'avez rien à faire là, vous n'avez pas réussi en fait ce concours de Sciences Po, on s'est planté, c'était quelqu'un d'autre, ou alors que quelqu'un allait me dénoncer parce qu'à l'époque j'étais boursière. Alors c'était avant la réforme des ZEP de Sciences Po, mais je venais d'un des lycées d'ailleurs de ZEP, mais avant ça, et je me disais toujours mais j'ai rien à faire là, toutes mes copines ont fait l'école alsacienne, viennent du 16e, etc. Et ça c'est vraiment alors c'est pas se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est faire ami avec. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est penser qu'il y a des gens qui sont légitimes et d'autres qui le sont pas. En l'occurrence, vous. Moi, mon conseil, c'est de réaliser, j'ai 3-4 petits outils sur le syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est se dire que si on vous a proposé ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui y croit. Pas forcément vous n'avez peut-être pas la confiance en vous, mais si on vous propose ce poste, cette promotion, de travailler sur ce projet, c'est parce que votre boss ou quelqu'un autour de vous a confiance en votre capacité à le faire. Donc pourquoi est-ce que vous n'auriez pas confiance en vous? La deuxième chose, c'est se dire que les vrais imposteurs, ils se posent pas de questions. Je pense pas que Monsieur Trump se lève tous les matins en se disant « Oh là là, je suis un imposteur, est-ce que je vais y arriver ?» Non, ils y vont. Donc si vous ressentez le syndrome de l'imposteur, c'est que peut-être quand même, vous êtes un peu au-dessus de la mêlée, vous n'êtes pas vraiment un imposteur. La troisième chose, je l'ai oubliée, et la quatrième, c'est faire ami avec son imposteur, en se disant que si vous le sentez, ce syndrome de l'imposteur, vous allez travailler 2 fois plus que les autres.
Moi, je compte pas les nuits sans sommeil où j'ai terminé à 3-4 heures du mat pour rendre un devoir ou un projet, ou aller toujours au bout du bout dans cette exigence en fait pour moi-même. Et finalement, si j'ai ce syndrome de l'imposteur aujourd'hui, si je le ressens, je vais pas lui dire reste là-bas toi, va coucher. Je vais essayer d'en faire ami en se disant que c'est un super moteur pour avoir la niaque pour le faire. Et si vous bossez tellement, il y a de grandes chances pour que vous y arriviez. Et ça, c'est assez magique. Donc, ne pas se débarrasser du syndrome de l'imposteur, contrairement à tout ce qu'on peut lire partout, moi je dirais en faire ami, parce qu'encore aujourd'hui, quand on me demande de faire une énorme conférence pour une très très belle marque avec une exigence là, et que je me dis mais pourquoi moi, etc. Non, en fait, le syndrome de l'imposteur, je vais faire ami avec lui en disant si on me l'a confié, c'est que j'en suis capable. Je vais juste bosser 2 à 3 fois plus. Parfois, je prends même un coach en anglais, alors que mon anglais, je parle un niveau d'anglais très très bon, mais évidemment, j'ai un petit accent. Je vais prendre un coach d'anglais. Les gens le savent pas forcément. Je vais reprendre un coach pour me reformer sur comment je me place sur scène, etc. Prendre un cours de danse même pour le faire un peu en mode chorégraphie. Donc tout ça, les gens ils le savent pas, mais ça me permet d'être encore meilleure. Et chaque fois que je me pose un challenge, je me dis ça y est, je l'ai fait. Et alors là, j'ai l'impression d'avoir gravi 3 marches encore. Donc hyper important de faire ami et non pas se débarrasser du syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'il nous suivra toute sa vie. Donc si je comprends bien, pour booster sa confiance en soi, il faut booster ses compétences. Oui. Voilà. Apprendre à apprendre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il y a un outil que j'adore dans la confiance en soi, c'est un ouvrage et un TED qu'on peut regarder en 15 minutes de Carol Dweck, qui est prof à Stanford de psychologie, qui a mis au point une matrice qui est le mindset. Elle parle d'un mindset ouvert, elle parle d'un growth mindset, un mindset d'expansion, et d'un mindset fixed, donc un état d'esprit fixe. Et en fait, elle a une espèce de matrice très simple avec les 2 colonnes en disant voilà, les gens qui ont un état d'esprit fixe, ils vont éviter les challenges, ils vont se sentir menacés par le succès d'autres personnes, ils vont croire que l'intelligence, elle est là ou elle est pas là, que le travail ça sert à rien, on est ridicule, on est laborieux. Donc tout ça, c'est le mindset un peu des personnes fixées. Elle me fait beaucoup penser à Monsieur Trump, mais bon. Et ensuite, le mindset, l'état d'esprit d'expansion, c'est prendre les challenges, prendre les obstacles comme des challenges, se nourrir du succès des autres personnes en se disant mais ça peut m'inspirer, etc. Croire en la vertu travail, ne pas donner d'étiquette. Toi t'es bonne en maths, toi t'es nul en géo, toi t'es comme ta mère, tu vas pas réussir, je sais pas quoi, etc. Non, c'est encourager, et notamment ses enfants. Elle parle beaucoup d'éducation, Carol Dweck. Encourager ses enfants sur si tu travailles beaucoup, tu vas y arriver, et pas non mais t'es comme ta mère, t'es nul en maths. C'est la pire chose qu'on puisse dire à un enfant. Ne pas mettre d'étiquette au-dessus, ne pas se dire mais qu'est-ce que je suis conne, parce qu'en fait le cerveau il entend ça, il va se dire mais t'es conne. Donc non, on se met pas soi-même dans des trucs j'oublie toujours tout. Non, ne jamais employer les toujours et les jamais. Donc ne pas se mettre d'étiquette, ne pas mettre d'étiquette sur les autres, ne pas laisser ses amis se mettre des étiquettes. Par exemple, vous avez une presse hyper importante vendredi. Vous vous confiez à votre collègue préféré de bureau qui va vous dire « Non mais toi t'es hyper bonne en presse, je sais que tu vas y arriver ». Alors elle veut bien faire. Elle veut vous encourager, etc. Ça vous aide pas forcément, au contraire. Ce qu'elle pourrait dire, c'est « Écoute, t'as tellement travaillé, si tu veux, on répète encore un petit peu ». Franchement, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'as tellement travaillé pour y arriver, au lieu de vous dire juste, non mais t'es hyper bonne en presse, les mains dans les poches, parce que ça vous aide pas. Donc, éduquer son entourage, c'est important. Et ensuite, prendre les échecs comme finalement des leçons pour apprendre à 100%. Donc voilà, la théorie un peu de l'état d'esprit d'expansion résumée en 2 minutes de Carol Dweck, que j'adore et qui, moi, m'aide beaucoup justement pour améliorer ma confiance en moi. Donc, faire ami avec son syndrome de l'imposteur et non pas s'en débarrasser. Essayer vraiment d'être dans un état d'esprit d'expansion, et puis en finir avec la bonne élève qui veut toujours avoir tout parfait, etc. Et se dire qu'on va se planter. Et finalement, moi, j'ai tellement plus appris de mes échecs que de mes succès, parce que les succès, on est là, ouais, ok, next. Quand on est comme moi, qu'on a une énergie de dingue, etc. Alors, je me force, mais on célèbre pas forcément facilement ses succès, mais on est plus en train de se dire, attends, mais je suis en train de monter une nouvelle pièce de théâtre là, ça va prendre ça, etc., etc. Donc voilà. Et quand on a des moments down, parce que ça arrive justement, tu parlais de la veille de tes règles, enfin voilà, on a tous des moments down. Comment tu gères ces moments et tu boostes ta confiance pour qu'elle reste positive, on va dire, sur le long terme, même quand on est dans le creux de la vague? Ça m'a pris du temps de le comprendre, mais en fait, c'est l'accepter.
C'est pas s'opposer en se disant allez, je vais travailler quand même sur cette presse. Franchement, ça sert à rien. Je vais mettre 6 heures à faire une presse qui m'aurait pris une demi-heure normalement. Donc l'accepter, moi je me mets dans l'agenda en fait maintenant. Enfin, ça fait des années parce que avant même d'être diagnostiquée avec l'endométriose, je savais que j'en faisais parce que ça fait 20 ans que j'ai mal au ventre. C'est le mettre dans l'agenda et se dire que le jour-là, c'est un jour pour vous. Donc en fait, si j'ai besoin de dormir, je vais dormir. Alors maintenant, je peux me le permettre, je suis entrepreneur. C'était différent quand j'étais en entreprise et ça, je le conçois. Mais se dire que cette journée-là, soit on se laisse porter si on est en entreprise par les meetings, etc., mais pas se mettre en prod de quelque chose ou de choses stratégiques. Éviter, alors le codir, c'est pas vous qui choisissez forcément, mais en fait éviter les choses trop stratégiques et juste se laisser porter par la journée en prenant plein de médocs. C'est aussi ce que je fais. Le seul qui marche avec moi, c'est Antalis, c'est sur ordonnance. Mais sinon, moi, j'accepte. Soit je dors, soit je me fais plaisir, soit je me fais un petit plat que j'aime bien et je bookine. En fait, c'est ma journée cocoon dans le mois. Et finalement, parfois, je l'anticipe en avance en me disant, je vais pouvoir manger n'importe quoi aujourd'hui. Des bonbons, me faire plaisir et je vais pouvoir bouquiner. Et parfois, je me mets des bouquins de côté ou des choses comme ça pour ma journée-là. Donc, voilà, la journée blues. Il y a plus en plus de sujets sur travailler en fonction de ses cycles et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Pour moi, il y a une notion qui est très connectée à la confiance en soi, c'est l'amour de soi et c'est compliqué aussi pour certaines personnes de développer l'amour de soi. Qu'est-ce que tu recommandes ? Très bonne question. J'ai pas de recette magique pour le coup parce que je trouve qu'on est tous tellement différents et singuliers avec nos expériences, nos parcours. Et puis je suis la première à ne pas le faire, c'est-à-dire se retourner en se disant mais j'ai fait ça. C'est marrant parce que ce matin mon iPhone m'a envoyé des photos d'un voyage que j'ai fait en début d'année et que j'avais presque oublié parce que l'année s'est passée tellement vite et voilà. Et je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je me pose là, c'est la fin d'année entre Noël et Nouvel An en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait et pas que qu'est-ce que j'ai achieved professionally, qu'est-ce que j'ai réalisé professionnellement, mais aussi qu'est-ce que j'ai fait pour moi cette année, sachant que là, mes parents vieillissent, je suis confrontée à la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un nouveau truc qu'on apprend en fait, c'est devenir en quelque sorte parent de ses propres parents, et ça, personne vous prépare, personne vous dit que ça va arriver un jour, mais pourtant ça arrive, et il faut savoir le gérer, c'est pas facile. Et j'aurais aimé aussi qu'on m'aide, qu'il y ait des cours là-dessus, voilà, School of Life, c'est aussi ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi cette année ? Et là, j'aimerais bien écarter le pro en me disant, mais personnellement, par exemple, en début d'année, je fais 15 jours toute seule au fin fond du Devon. Sur un territoire qui appartient à une fondation sublime à Totnes, le Dartington Trust. J'ai passé 2 semaines à me lever avec le jour, c'est-à-dire pas très tôt, aller me promener, je mettais mon chapeau, mes bottes de pluie et j'allais me promener toute la journée. J'écrivais, je méditais, je faisais que des trucs pour moi. J'étais venue avec du boulot, avec des choses à faire, etc. J'ai fait pas du tout ça, mais c'était ok. Et en fait, je me suis accordé une pause dans ma vie complètement hors du temps. J'avais ma petite voiture où je roulais d'ailleurs à gauche. Donc pareil, j'ai appris à rouler à gauche cette année en Angleterre et j'en suis tellement heureuse. Je crois que c'est un de mes voyages préférés. Pourtant, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait de très beaux hôtels et des road trips de malades. Mais je crois que c'était mon truc préféré. Donc tout à l'heure, je me suis dit mais je vais peut-être y retourner ou alors me trouver un autre endroit dans une chaumière au fin fond de l'Angleterre. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent un peu, ils savent que j'adore la campagne et la campagne anglaise, genre House and Garden et donc je pense que c'est important de revenir sur les choses qu'on a faites et pas que pro, mais aussi se dire quel temps j'ai accordé aux autres cette année, qu'est-ce que j'ai fait pour la transmission par exemple, qui est ma mission de vie, est-ce que j'ai assez aimé les gens autour de moi, est-ce que j'ai fait des conneries aussi. Donc je trouve que là la période de fin d'année, peut-être que ce podcast sortira en début d'année, mais de toute façon c'est toujours le bon moment, mais pour se poser et se dire voilà tout ce que j'ai fait qui a pas été valorisé. J'aime bien aussi une de mes questions secrètes de conversation, c'est pour quelle grande et quelle petite chose tu aurais aimé avoir plus de reconnaissance et comment toi tu peux aussi donner plus de reconnaissance aux gens autour de toi sur les grandes et les toutes petites choses que personne ne voit. Et je pense qu'il faut se l'appliquer à soi-même en premier. Complètement. J'ai encore 2 petites questions avant de passer à la dernière partie. La confiance en soi influence la manière dont nous communiquons avec les autres. Quelles sont les clés d'une communication confiante ? Alors, j'ai été formée à la communication non violente, etc., mais j'ai pas rentré trop dans les détails parce que, en fait, j'ai tout oublié.
Okay. C'est dingue, hein. Ouais. Et j'ose le dire. Ouais, J'ai fait 2 ans de formation coaching et c'est très bien sur le coup, mais pratiquement, je m'en sers pas. Ou en tout cas, peut-être que je m'en sers, mais je me rappelle pas et je l'attribuerai pas à ça. Pour moi, c'est encore une fois faire preuve de respect, d'écoute, d'envie de voir les gens. Il y a des gens que je vois pas souvent, j'ai des amis aux 4 coins du monde, certains que je vois pas pendant des années, et quand on se retrouve, c'était comme si c'était hier, juste parce qu'il y a l'envie. Il y a l'amour, même si on voit pas les gens et tout. Alors on devrait leur dire plus souvent qu'on les aime, mais c'est toujours pareil, hein, on n'a pas le temps, on est dans d'autres trucs, etc. Mais c'est juste un respect profond de l'individu. Il y a pas longtemps, ma sœur, qui est sage-femme, qui a 3 petits-enfants et qui est une grande philosophe à mon sens, m'a dit un truc parce qu'on parlait de ses enfants et des études qu'ils allaient faire ou pas. D'ailleurs, et elle me dit, tu sais Fanny, être maman, c'est aussi ne pas vouloir projeter ses rêves ou ses envies ou quoi sur ses enfants. Et moi, j'entends tellement de parents qui me disent, mais mon enfant, il est surdoué, il est 10 quelque chose, je sais pas quoi, etc. Mais c'est une espèce de mode. J'ai envie de leur dire, mais foutez-leur la paix, peut-être mettez-les moins devant les écrans et voilà. Et là, ma sœur qui habite au fin fond des Vosges, dont les gamins sont vraiment pas sur les écrans et voilà, qui m'a dit ça, j'ai trouvé ça mais d'une beauté. Et donc, un respect profond de qui tu es, de l'individu, de qui est cet enfant. Alors pour les gens qui ont la chance d'avoir des enfants, qui grandit, qui me ressemble pas, qui fera peut-être pas comme moi, des grandes études, etc. Mais en fait, juste il sera heureux. Et voilà. Donc pour moi, les clés d'une bonne conversation, c'est l'amour, le temps qu'on donne. Pour moi, c'est un cadeau dans une société où on a sans cesse des notifications sur son téléphone, etc. La vraie attention, c'est laisser son téléphone dans le sac, comme on l'a fait là pour notre conversation. Et puis accorder vraiment son attention et avec une vraie intention d'être là et d'écouter. Complètement. On en a déjà beaucoup parlé puisque ma dernière question sur cette partie, c'était sur les enfants. Comment donner confiance dans l'éducation aux enfants et aux jeunes? Si tu as encore des petites choses à dire sur le sujet. Je me sens pas très légitime pour le dire, parce que même si le sujet m'intéresse et j'ai énormément lu, parce que j'adore et la transmission me parle, j'ai pas d'enfant, donc je me permettrai vraiment pas de faire des leçons. Je sais à quel point c'est complexe et difficile. Moi, j'ai choisi de pas le faire pour des raisons personnelles, mais voilà. Donc non, je me garderai bien de donner des conseils parce que j'aime beaucoup le psychologue Donald Winnicott, qui parle des good enough parents, des parents qui sont juste assez bien, en fait, en disant que il faut faire de son mieux, il n'y a pas de parents parfaits. Et ce qui est très regrettable en ce moment, c'est que j'ai l'impression que les médias, et notamment les médias sociaux, donnent des images de parents un peu parfaits, qui ont toujours la maison rangée, parfaitement décorée, les petits enfants blonds avec la petite raie de côté, papa pain, qui sont super bien habillés en bon point tous les jours, etc. Moi, quand je vois les mamans autour de moi, on est loin du compte, et je trouve ça cool, en fait, que ce soit une espèce de bazar joyeux comme ça, et que les enfants y grandissent dans l'acceptation de qui ils sont profondément. Complètement. Et on a tendance à vouloir donner beaucoup de conseils à ses enfants, mais comme tu le dis si bien, c'est beaucoup d'écoute avant toute chose. On va finir sur la dernière partie qui est au sujet de la slow life, dont on parle beaucoup et que tu as adopté tout en étant une femme active. Quelle est ta définition de la slow life? La slow life, je pense que c'est un choix. On a l'impression que c'est quelque chose un peu de, je sais pas, d'onirique, on est un peu détaché des choses, on prend le temps de faire les choses. Alors je crois pas trop, à part peut-être Houellebecq, à l'écrivain sur son île coupée du monde, hein. Je crois que justement la beauté de la chose, c'est ce challenge permanent, cette oscillation permanente. Encore une fois, comme le dit très bien Hartmut Rosa, hein, ce philosophe allemand que j'adore, entre cette espèce d'extrême occupation et accélération du monde, et en même temps notre désir de vouloir calmer, faire des petites bulles, etc. Moi, ma définition de la slow life, alors elle est assez ambiguë, mais je pense que c'est quelque chose d'actif. Donc c'est pas être passif et attendre, aller se promener en forêt pendant des heures, j'adore ça, hein. Mais c'est un choix, c'est une vraie exigence. C'est même en ayant une vie urbaine très dynamique comme la mienne, hein, ou comme la tienne et comme beaucoup de nos auditeurs également, mais c'est faire des choix conscients en se disant ok, cette soirée-là, elle est pour moi. Ça peut être se ménager des tout petits moments dans sa journée, dans sa semaine. J'aime bien l'idée par exemple d'un rendez-vous avec soi-même. C'est ma coach Jean Lanzmann qui nous l'avait inculqué en disant, alors moi j'ai pas trop de problèmes parce que je vis seule et c'est un choix. Donc des rendez-vous avec moi-même, j'en ai plus que la moyenne, je pense, mais néanmoins pour les gens qui ont une famille
amis et qui ont un joyeux bazar autour d'eux, c'est se mettre dans l'agenda, par exemple, le dimanche de 10 à 11, je préviens, c'est mon moment. S'il le faut, pourquoi pas. Mais en fait, je pense qu'on peut se ménager des moments de slow life. On n'a pas besoin d'attendre les vacances, d'attendre d'être dans la nature, d'attendre d'être au bon endroit, etc. On peut se les ménager sans cesse. C'est faire un peu l'école buissonnière. Entre deux rendez-vous, c'est même, je dis n'importe quoi, mais s'attabler à une terrasse de café ou alors se mettre au bar. Moi, j'ai vécu en Italie où en fait, on prend son café au bar le matin, tu laisses ton téléphone dans la poche et pendant 5 minutes, t'attends que ton café dégueulasse la plupart du temps à Paris, refroidissent. Je parle des vrais cafés parisiens. Moi, j'adore les rades. Avec une copine Mathilde, on a une passion rade. On s'envoie des photos des pires rades qu'on voit dans Paris. Et il y en a encore, des bars tabac, etc. Mais pendant 5 minutes, t'es là sans être là. C'est-à-dire que tu es là, t'es complètement là, ton téléphone, il est dans la poche. Tu es juste concentré sur l'activité, les conversations des gens d'un quartier à l'autre. En plus, tes conversations, elles changent complètement. Ah, oui. Moi, j'habite aux Abbesses. Alors, c'est assez rigolo parce que entre les touristes, un peu naïfs et les gens du quartier un peu alcoolos, c'est assez rigolo, je vais pas tomber dans la caricature. Si vous allez du côté de Drouot, moi j'aime bien aussi aller à, je sais plus comment ça s'appelle, ce café juste devant Drouot, les conversations que vous entendez des experts en art, etc., qui parlent d'objets, de choses. Les conversations, elles changent complètement d'un quartier à l'autre, ne serait-ce qu'à Paris. Et moi, j'adore parce que c'est des petites bulles où je m'accorde 5 minutes, ça me coûte 1,30 € et je fais l'école buissonnière pendant 5 minutes. Donc, la slow life, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour moi, c'est pas attendre les vacances parce qu'après, on attend quoi? Le week-end, on attend les vacances, on attend la retraite. Et en fait, sa vie, c'est sans cesse attendre. On sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'ai fait l'expérience de la mort subite d'une des personnes les plus proches comme ça. Donc, c'est pas attendre... les prochaines vacances, c'est ici et maintenant. Et je crois à la slow life, c'est pas être un philosophe qui réfléchit tout seul coupé du monde sur son île, mais c'est justement se ménager des petites plages comme ça. Alors pour les matinaux, ça peut être tôt le matin. Je crois que c'était Toni Morrison qui se levait super tôt, vers 5h du mat, avant toute la maison se lève pour écrire. Et elle a dit, j'aurais jamais écrit Beloved et certains de ses plus beaux romans si elle s'était pas levée très tôt. Donc c'est à chacun de voir son rythme. Mais voilà, c'est aujourd'hui et maintenant la slow life. C'est intéressant cette notion de moment, parce que quand on entend parler de la slow life, on se dit que c'est un mouvement permanent, mais en fait pas du tout, c'est des moments qu'on s'accorde dans son agenda. On entend beaucoup et c'est sûrement vrai que pas de réussite sans travail, c'est bien connu, ça se prouve. Est-ce que la réussite professionnelle est vraiment compatible avec la slow life? Je sais pas trop ce qu'on entend par réussite, en fait. Est-ce que c'est avoir des millions à la banque? Est-ce que c'est avoir sa tête dans les magazines? Pour moi, la plus belle réussite, c'est de faire un travail qu'on aime, en fait. Et je connais des gens qui ont réussi du point de vue gloire, argent, mais qui sont pas forcément heureux. Je connais des gens qui adorent leur métier. Ma sœur adore son métier et elle est sage-femme dans un centre de santé dans les Vosges. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui réussissent très bien autour de moi, mais qui sont pas connus, qui ont pas leur tête dans le magazine, qui gagnent beaucoup moins que moi. Mais pour moi, ils ont réussi parce que ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils font le bien au jour le jour. Ils croient en des idéaux et vraiment ils bossent sur le terrain pour le faire. Et j'ai beaucoup plus d'admiration pour ces gens-là, et je pense à ma sœur ou à d'autres aussi, parce qu'ils aiment leur boulot et je pense qu'ils se lèvent tous les jours avec cette notion de sens. Je crois pas du tout à la course acharnée. Mon but, c'est pas du tout d'avoir des millions à la banque ou d'être en couverture des magazines. C'est juste d'être heureuse ici et maintenant. Et je suis une acharnée alors je sais pas, heureuse c'est peut-être un grand mot, mais je suis acharnée de ces bulles de bonheur, ces petits moments de joie sur le court, moyen et long terme. Et je suis une acharnée de travail, mais par contre, work hard, play hard. Je suis une énorme kiffeuse aussi. Et c'est important de le dire, parce qu'on peut pas faire que travailler. Je vois pas quel est le but qu'on poursuit. Je pense qu'il y a un manque certainement à combler, en fait. Et c'est un peu faire part à tout le monde de sa propre névrose. Donc, moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, pas pour moi. D'où tient cet intérêt, d'ailleurs, pour la slow life? Alors, je crois que c'est Madame Figaro qui m'avait appelé la gourou de la slow life il y a quelques années dans un article, suite à une interview et à une conférence que j'avais donnée sur la créativité. Mais je sais pas si on peut parler de slow life, mais en tout cas, j'aime bien l'idée de ralentir et d'imposer mon propre rythme. Et je pense que ça, c'est un truc de réussite dans la vie, c'est être libre, de faire ses choix, d'adorer ce qu'on fait et de se ménager les bulles pour soi quand on en a besoin. Donc, c'est ça, être gourou de la slow life.
Merci Madame Figaro, je veux bien. Oui, d'ailleurs, je suis tombée sur cet article. Mais j'en parlais bien avant que ce soit la mode aujourd'hui. Et pour moi, c'est pas du tout avoir un intérieur tout blanc avec des meubles scandinaves, des petits enfants blonds super bien coiffés, etc. et avoir une maison de campagne. Pour moi, la slow life, on peut la trouver partout, dans plein de petites bulles dans sa vie aujourd'hui. Et c'est souvent le corps qui parle beaucoup, parce que les mécanismes qui font basculer vers la slow life en général, enfin moi personnellement, c'était mon corps. C'était des douleurs corporelles qui m'ont dit ok, ralentis. Intéressant, hein. C'est un bon indicateur, le corps. C'est beaucoup. Et je suis curieuse, mais c'est pas moi de t'interviewer. Qu'est-ce que tu as mis en place, tu vois, pour écouter ton corps et puis pour le nourrir aussi. Il y a plein de gens, moi je vois plein de gens désarticulés qui n'habitent plus leur corps. C'est intéressant l'idée d'habiter son corps. Est-ce que tu as des conseils avec ces enfants pour intégrer ces principes de slow life? Je pense que la lecture, c'est quelque chose de primordial. J'adore voir des enfants même qui savent pas lire, mais qui essayent de lire. Je trouve que les entourer de livres comme c'était quelque chose de naturel, c'est super. J'ai beaucoup d'amis et ma sœur qui n'ont pas de télé. Donc les enfants, ils regardent pas la télé. Moi, j'ai grandi sans trop de télé non plus. J'en ai pas à Paris et donc le rapport à la lecture, je trouve que la lecture pour moi, ça a été la clé. Alors, j'allais dire, c'est pas ma réussite, mais en tout cas, la clé de tout. On apprend l'imagination, on apprend la construction, l'organisation des pensées, on apprend l'imagination, on s'évade. Moi, mes meilleurs amis étant ados, c'était les héroïnes de tous mes romans préférés. Ariane de Belle du Seigneur, Mathilde de la Mole, du Rouge et le Noir, etc. Bon, pas Emma Bovary parce que je pense qu'elle était vraiment chiante pour le coup, mais bref, et donc juste remettre la lecture au cœur, la transmission, discuter, converser avec ses enfants, justement parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre en vérité. Énormément, s'émerveiller avec eux. Moi, je m'émerveille tous les jours avec mes enfants. Ouais. Je redécouvre des choses pour la première fois tous les jours, rien qu'avec mes enfants. Et ça, c'est magique. Mais je pense que l'émerveillement, pour terminer, c'est une très belle manière de terminer d'ailleurs. Pour moi, l'émerveillement, il faut continuer à la poursuivre au quotidien. Moi, je me lève tous les matins. Alors, j'ai la chance de vivre devant le Sacré-Cœur et c'est con, mais tous les matins, je me lève avec un sentiment de gratitude infinie pour Dieu, pour, je ne sais pas, une puissance qui nous dépasse en disant, mais quelle chance j'ai d'être là. Il est jamais 2 fois pareil. Donc, souvent, je partage une photo du Sacré-Cœur. C'est pas du tout pour me la raconter. C'est juste que il m'épate, il est jamais 2 fois le même et donc bon, j'aurais préféré que ce soit la nature et une forêt face à mes fenêtres en attendant c'est le Sacré-Cœur, mais je trouve que cette notion d'émerveillement mais même devant des conneries, un corbeau qui croise, moi j'adore les corbeaux, il y en a plein en ce moment à Paris, les arbres, les feuilles par terre qui dessinent des petits dessins sur, enfin bon, il y a de quoi s'émerveiller même en ville avec plein de choses, les architectures et les enfants, je trouve que c'est des guides magnifiques pour s'émerveiller et se réémerveiller. Complètement. Merci pour ces mots. On va finir par des questions que je pose toujours à la fin de toutes mes interviews. L'idée, c'est d'y répondre avec des réponses courtes. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement et ne pas dépasser tes limites malgré le travail que demande l'entrepreneuriat. Je me force à faire du sport. J'ai horreur du sport, franchement, je le dis. Mais je me force et finalement, je suis quelqu'un d'assez sportif. Je déteste courir, mais j'adore comme je me sens après la course. Et c'est le seul moment dans ma journée où j'ai le temps d'écouter des podcasts, etc. Donc, je cours au Parc Monceau. Si vous me croisez, ne venez pas me dire bonjour parce que je suis rouge et voilà. Mais je fais beaucoup de pilates aussi. J'ai fait du yoga pendant longtemps. Maintenant, je fais beaucoup de pilates. Merci Julie Pujol, parce que au moins c'est pas chiant, c'est court, donc j'aime bien. Je vais moins en salle depuis le Covid, j'avoue, alors que j'aimais bien, mais j'aime pas les cours où on chante, par exemple. J'aime pas le Kundalini et tout, et c'est très à la mode en ce moment. J'adore le Yin, par contre, mais j'aime bien le pratiquer maintenant de chez moi parce que c'est possible. Donc, le sport, je trouve que c'est hyper important. Manger sain, moi, j'adore la bouffe, par contre. Franchement, j'aime pas le sucre, j'aime pas le chocolat, etc. Mais je me rattrape sur le fromage et la bouffe, et j'adore la bouffe. Je pourrais en parler pendant des heures, en préparer pendant des heures, etc. Donc, voilà. Et c'est aussi se dire de quoi on nourrit son corps comme on nourrit son esprit. On n'est pas que des cerveaux, on est aussi des corps, et se dire mais comment je nourris mon corps également, et qu'est-ce que j'ai fait pour mes pieds. J'adore les massages pour reconnecter avec ces pieds qui nous portent toute la journée, qui sont super maltraités. Donc voilà un peu
quelques-uns de mes rituels. J'essaye d'écrire le matin. Alors, je le fais pas tous les matins. Et j'aime bien aussi dire que je suis pas une donneuse de leçons, parce qu'il y a plein de choses que je fais très mal. Mais néanmoins, quand je prends le temps d'écrire tous les matins en me levant, de lire un poème et d'écrire, ma vie change. Mais sincèrement, en l'espace de quelques jours, ma vie change. Donc, je recommande à tout le monde. J'aime bien, une petite méditation, mais toute seule le matin. Lire un poème. C'est Perla, avec qui j'en ai parlé dans un épisode de mon podcast, qui me disait, elle lit un poème en se couchant, elle lit un poème en se levant, et c'est très très beau. En ce moment, j'adore Cécile Coulon et Christian Bobin, mais après, j'adore plein de poésie aussi. Voilà, donc des petits rituels. Boire un café le matin dans un bar, m'arrêter dans un rad ou quoi et boire un café, ça me déconnecte de moi-même, et en même temps j'adore discuter avec les personnes qui nettoient les rues, le postier qui s'attable, la petite alcoolo du quartier. Bon, là je pense aux abbesses notamment, c'est plein de vie, donc en profiter. Et quand je vais en province, moi qui ai grandi en province et j'adore la province, je regrette et déplore qu'il n'y ait plus ces petits cafés dans les villages. Quand le dernier café d'un village ferme, mais j'ai le cœur brisé. Peut-être que ma dernière partie de vie, j'essaierai de militer quelque part localement justement pour qu'est-ce qui met de la vie dans les villes en fait. Ça c'est passionnant. Dans les petites villes, mon frère habite à Seyssel, dans le fin fond de l'Ain, et il y a encore des petits cafés, des églises, des petits commerces, mais on sent que ça meurt, ça résiste et ça meurt. À Mirecourt, là où habite ma sœur, dans les Vosges, il y a plus grand chose non plus, et quand vous rentrez dans le café, c'est limite si la musique s'arrête pas, il y a que des mecs. En plus, elles sont où les femmes? Elles ont pas le temps peut-être, j'en sais rien. Et moi j'aime bien ça. En Angleterre, il y a encore des pubs partout avec une super ambiance. Il y a des enfants, il y a des vieux, et de la vie, quoi. Vrai. Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années? Personnelle, c'est la claque d'un décès subi et soudain d'une des personnes que j'aimais le plus au monde, qui a renversé complètement mon univers et qui m'a fait voir les choses d'une autre manière. Également la maladie de mon père, pareil, qui te rechallenge tes priorités, etc. Et professionnellement, je sais pas, quand t'es entrepreneur, tu te prends des portes dans la gueule sans cesse, hein, mais t'apprends à ne pas t'arrêter là et à continuer en fait, à rentrer par la fenêtre s'il le faut et tout. Donc je sais pas, je continue d'apprendre tous les jours et j'en ai plein de petites. Bon, des grosses, j'en ai pas vraiment. Mais je trouve qu'on devrait être plus dans le partage de ces moments de doute et de fail. Je le fais en tout cas. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs autour de moi et j'adore parce que quand on arrive dans un avion et qu'on se met assise, ma meilleure amie me fait bon alors c'est quoi tes sujets? Et c'est les sujets de brainstorm. Et on brainstorm et nos conversations, c'est des brainstorms sans cesse. Et pareil, la semaine dernière, j'arrive à un déjeuner avec une amie entrepreneur et une qui n'est pas encore entrepreneur, mais je pense qu'il va le devenir si elle nous entend. Et on était là, bon alors c'est quoi les sujets là? Hop, et on a listé les sujets et on n'est pas en train de parler de fringues ou de mecs. On s'en fout complètement. On parle de trucs passionnants et hyper intéressants sur l'exigence, sur la résilience. Et ça me nourrit énormément, les conversations comme ça. Les questions que l'on te pose le plus? Parler de mon parcours, c'est difficile de résumer, j'aime pas trop parler de moi. Donc là, j'ai fait un effort, mais en général, j'aime pas trop parler de moi parce que ce qui est fait est derrière et ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient. Mais non, j'ai pas forcément de questions qu'on me pose. Tu fais quoi dans la vie? Alors maintenant, on me le pose de moins en moins, mais j'ai toujours du mal à répondre parce que j'ai envie de dire, tu veux que je commence par quoi? C'est compliqué, je trouve, tu fais quoi dans la vie? Donc je préfère les questions, comme tu l'as très bien fait pendant l'interview, beaucoup plus précises, qui permettent d'embrayer sur une vraie conversation. Ton ou tes secrets de réussite? De réussite, c'est un grand mot à nouveau. Le travail, à nouveau. Alors pas le travail acharné au point de ne faire que ça, hein. Encore une fois, moi je suis pour ces moments de slow life ou ces moments pour soi, de ralentir, de m'inspirer et pas sans cesse la tête dans le guidon. Mais néanmoins le travail, la résilience, avoir un ego au bon endroit. Alors, ça veut pas dire ne pas avoir d'ego du tout, hein. On a tous de l'ego et c'est sain. Les gens sans ego, alors c'est des carpettes, hein. Il faut pas. Mais néanmoins, avoir un ego au bon endroit. Ne pas prendre les choses personnelles quand elles ne vous touchent pas. Et savoir que c'est pas, tout n'est pas forcément, tout ne révolve pas autour de toi et tout n'est pas forcément de ta faute. Mais je dirais, oui, avoir un ego au bon endroit, une confiance en soi au bon endroit aussi. Sachant que la surconfiance n'est pas la confiance. Je vois parfois des gens surconfiants
surconfiants. J'aime pas trop en général les approcher ou les fréquenter parce que je vois tout de suite les failles. Et pour moi, la surconfiance, et d'ailleurs pour les psychologues aussi, n'est pas de la confiance. C'est un manque de confiance en soi qui est déguisé. Donc voilà. Et donc confiance en soi, estime de soi, et ça se travaille encore une fois. Prendre soin de soi et de son corps, qui est un formidable instrument, mais qu'on délaisse souvent. Le travail, et moi je vais dire un truc un peu osé, mais c'est l'amour et la générosité. C'est l'envie sans cesse de partager, de donner le mieux de soi en fait pour les autres, de se présenter sous son meilleur jour et aussi de leur donner un maximum de choses. Quand j'anime des conférences, on me dit toujours mais c'est tellement généreux. Alors j'évite de noyer évidemment sous les outils et sous les références, mais néanmoins j'essaye de proposer un maximum de choses parce que je crois pas aux solutions, aux recettes magiques de la plupart des grands coachs américains, genre tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu seras heureux. D'ailleurs, je parle jamais de bonheur, je m'aventure pas là-dessus, mais au contraire dire bon ben voilà, je vous propose 3 outils qui sont hyper intéressants, ça. Moi, celui qui me parle le plus, c'est celui-là, mais après construisez. Et j'ai une telle estime pour les gens en général que je préfère leur proposer plein de choses et après ils choisissent ce qui est le mieux pour eux. Donc voilà. Est-ce que tu peux citer une ressource qui t'inspire? Alors, t'en as cité énormément, mais une qui te vient particulièrement à l'esprit, que ce soit un livre, un film, un podcast. Difficile parce que je me nourris sans cesse. Là, je suis dans la lecture de Etty Hillesum, qui est une jeune femme, un peu comme Anne Frank, qui écrivait son journal dans la joie, même si elle est décédée en camp de concentration. Et là, c'est une claque de vie, en fait, se dire que même dans des situations un peu extraordinaire et terrible, elle arrivait à faire preuve d'une telle énergie de vie. C'est une très très belle leçon, je trouve. Donc ça s'appelle Une vie bouleversée de Etty Hillesum. La poésie aussi, notamment Bobin, parce qu'il vivait au fin fond de la nature, au Creusot. Il aimait pas quitter le Creusot d'ailleurs pour venir à Paris, et donc il parle beaucoup de la nature et du rapport à la nature, et que j'adore. Pour moi, la nature, quand j'étais au Schumacher College en Angleterre, dans le Devon, qui est un lieu incroyable, un espèce de Poudlard sur la transition écologique et la nature, on m'a appris le concept de Gaia Place. C'est quoi une Gaia Place? C'est un endroit dans la nature où on n'a pas forcément besoin de se rendre physiquement, mais on peut s'y rendre par pensée, et qui nous recharge. Alors pour certains, ça va être l'océan et le roulis des vagues. Moi, c'est plutôt les arbres. Je suis attachée, j'ai 2 arbres en tête notamment, où je suis déjà allée plusieurs fois, mais où je suis pas allée depuis longtemps. En l'occurrence, l'un, ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Mais en fait, parfois, je m'y télétransporte pour me recharger. Donc, la nature, c'est important, et la lecture, et surtout la conversation aussi. Je me lève tous les matins en me disant qui je vais rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre, quelle bonne conversation je vais avoir. Un échec vécu et une leçon que tu aurais tirée? Pour reprendre mon exemple du début du podcast sur l'échec à l'IEP de Grenoble, et finalement j'ai eu Sciences Po Paris, quand je me suis présentée à l'épreuve de Sciences Po Paris, il y avait une épreuve de culture générale. J'avais bossé l'examen tellement d'entrée que la dernière semaine j'avais pris à la Sorbonne pour me reposer la Pléiade de René Char, que j'adore, et j'avais lu du René Char toute la semaine en me disant j'ai assez révisé. Je suis arrivée le jour de l'examen, l'épreuve de culture générale qui dure 2 heures, c'est une disserte sur un sujet libre. Le sujet, c'était une citation de René Char. Donc là, je me suis dit, ok, c'est écrit. Et c'était une citation qui m'a suivie toute ma vie depuis, que j'adore, et qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Et j'avais l'impression que c'était le résumé de ma vie. Moi, la petite étudiante boursière qui vient du fin fond de la Moselle, qui étudie à la Sorbonne, je bosse tous les week-ends et les jours fériés comme hôtesse d'accueil, je distribue des tracts à la sortie du métro, je fais tous les petits boulots du monde, etc. Et je bosse en plus Sciences Po pour avoir Paris parce que j'avais échoué à Grenoble. Et quand je suis arrivée, non seulement c'était René Char, poète et résistant, donc ça me parle énormément, et en plus je vois cette citation, et là je me suis dit cette école, elle est pour moi, quoi. Et je crois que j'ai eu 18 ou 19 à la disserte, et ce qui m'a permis d'avoir l'examen, qui est super exigeant. J'avais dû avoir des 12 ailleurs, en histoire et en anglais, et je me suis dit, cette école, elle est pour moi. Effectivement, ça a été l'école un peu de tous les possibles pour moi, qui a ouvert pas mal le champ des possibles. Donc voilà, cette citation de René Char que j'adore. Et une autre aussi, work hard, play hard. Par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il faut travailler, mais il faut aussi vraiment s'amuser. Donc, j'ai envie de demander à tous les auditeurs, c'est quoi vos sources d'amusement, de jeu, vos terrains de jeu, et vraiment avoir à cœur de s'accorder cette pause tous les jours. Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie? C'est une exigence, c'est une action. J'adore l'idée d'être acteur de sa vie, en effet.
et de pas attendre qu'elle se passe. Avec ma meilleure amie, on a une expression qui dit les subisseuses de vie ou les subisseurs de vie, qui sont les gens un peu qui cochent toutes les cases, qui se marient, qui font des enfants, qui ont un bon job, mais juste parce qu'en fait ça leur a été inculqué, mais c'est pas forcément un choix conscient. Et moi je dirais juste avoir conscience de sa vie, prêter attention à qui on est, à sa personnalité, à la personnalité de ses enfants, à ses besoins pour vraiment prendre sa vie en main. Et quels que soient les choix qu'on fait, et c'est ok de pas avoir cette fameuse grande réussite ou quoi, mais que ce soit conscient et que ce soit vraiment le fruit de ses choix. La pire chose pour moi dans la vie, c'est de pas avoir le choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Les Français consacrent en moyenne 50 minutes par jour à leurs déplacements professionnels. Comment repenser demain nos déplacements professionnels pour réduire leur impact ? Mission RH, véhicules électriques, vélos de fonction, réduction des distances ou encore des mobilités. Avec le podcast Business Class, plongez dans les témoignages de celles et ceux qui vivent, gèrent et réinventent les mobilités pour les professionnels. Business Class est un podcast proposé par Mobility Business de Total Energy, à retrouver dès maintenant sur toutes les plateformes.